L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Incroyable scénario dans les groupes A et B pour le compte de cette troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Instant CAN, votre émission qui décrypte l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Au menu de ce numéro, nous aurons le décryptage des premiers matchs de cette troisième journée, notamment la déculottée infligée à la Côte d'Ivoire par l'équipe de la Guinée équatoriale, la belle opération du Nigeria et puis les deux matchs nuls du groupe B. Également, l'autre point de ce menu, c'est également les pronostics des 4 rencontres prévues pour ce jour. Et pour m'accompagner sur ce plateau, nous avons Colombe Oussou, journaliste sportif à ESAE TV. Colombe, bonjour. Bonjour Anaël. Bonjour à vous et merci d'être parmi nous. Comme invité, aujourd'hui, nous avons deux éminents confrères, notamment Dikorel Zohon, journaliste, présentateur, commentateur sportif à Radio Cotonou. Dikorel, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour à tous. Très ravi de vous retrouver pour analyser les matchs de cette 34e édition de la CAN. Merci à vous et merci d'être en notre compagnie. À vos côtés, nous avons Alessandre Besson, journaliste sportif également au site JP Sport. Alessandre, bonjour. Anaël, bonjour et bonjour aux amis de ESAE TV. Alors, pour le compte des premiers matchs de cette troisième journée, nous avons eu de très belles surprises. Hier, la Côte d'Ivoire, qui était attendue et qui a répondu présente, mais de la mauvaise des façons, une défaite 4-0 à la fin de leur rencontre. Également, le Nigeria qui s'en sort avec un match arraché sur le fil, un match, une victoire, 1-0. Colombe Oussou, vous allez nous donner les détails de ces confrontations en plus des deux autres. C'est exact, Anaël. Hier, on a assisté à l'humiliation, j'allais dire même une catastrophe nationale entre de la Côte d'Ivoire qui s'est lourdement inclinée 4-0 face à la Guinée équatoriale. Et bien sûr, on l'a dit la veille, ou j'allais dire, on l'a dit bien avant le début de cette rencontre que la Côte d'Ivoire pouvait lourdement s'incliner. Et voilà ce qui s'est passé. On avait prévu 3 buts, mais finalement, c'est 4. Après ça, on a assisté au partage des points entre le Cap-Vert et l'Égypte. L'Égypte qui a finalement validé son ticket. Ça passe finalement pour l'Égypte pour les 8e de finale. Hier, on a eu le Nigeria qui a également validé son ticket en s'imposant 1-0, un petit point face un petit but, j'allais dire, face à la Guinée-Bissau. Hier, on a eu également le partage des points, match nul entre le Mozambique et le Ghana. Le Ghana qui a fait mal hier. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Le Ghana vers la fin de la rencontre s'est incliné. On pensait déjà que c'était déjà passé pour lui. Il avait déjà empoché les 3 points. Mais malheureusement, le Ghana a eu 2 buts de plus et ça fait mal à l'aile. Ça fait vraiment mal. Également l'autre rencontre, le Cap-Vert. Ouais, le Cap-Vert, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 2-2 contre l'Égypte. L'Égypte sans Mohamed Salah hier. Sans Mohamed Salah, ça a pu passer pour eux. Donc
Voilà, on ne sait pas si Mohamed Salah sera indisponible, mais ils ont parlé qu'il allait se faire soigner en Angleterre, donc on ne sait pas encore s'il pourra revenir, peut-être si l'Égypte se qualifie pour la finale, qu'il pourra revenir pour peut-être jouer cette rencontre-là. Il était sur cette rencontre hier, il a assisté au match nul. En attendant, la Côte d'Ivoire qui s'incline 4-0, Ticorel. Ouais, c'est un déluge, hein. C'est une désillusion, c'est une débâcle beaucoup plus émotionnelle et plus tactique à mon avis, parce que quand vous suivez cette équipe, il y a des individualités, il y a quand même de bons joueurs qui évoluent au niveau au plan européen. Quand vous prenez l'équipe du Zalang national, c'est vrai, c'est une équipe qui a l'expérience, mais qui n'est pas forcément huppée pour humilier la Côte d'Ivoire à domicile. Et donc cette défaite de la Côte d'Ivoire, je l'assimile à la désillusion subie par le Brésil en 2014 face au National Mannschaft en demi-finale 7-1. Certes, ce Brésil était privé de Neymar, mais est-ce que la Côte d'Ivoire était privée de Drogba? Tout le monde savait que Drogba n'est plus là, mais la Côte d'Ivoire n'a plus forcément ce meneur de jeu, ce meneur d'homme, ce cadre de l'équipe qui pourrait à un moment donné du match où les choses tendent, les encourager, représenter le coach sur le terrain. Il y a tout ça, et quand vous regardez le schéma ivoirien, c'est presque sans créateur au milieu de terrain. Des trois milieux de terrain sont des joueurs du même profil, et comme ça c'est difficile. Et j'ai aussi remarqué qu'on a voulu faire qu'avec des jeunes. Ça fait que la Côte d'Ivoire est partie sans un Bailly qui aurait pu apporter son expérience derrière, qui pouvait leur dire attention, quand on est mené comme ça, on a envie d'aller marquer, on laisse des vies derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Le Zalang national a su étudier merveilleusement le jeu de la Côte d'Ivoire. Ils savent qu'à un moment donné, ils vont se rouer vers l'avant, et là en deux passes, ils se retrouvent à chaque fois en supériorité numérique devant la défense ivoirienne, et le gardien même la défense ne pouvait rien. C'est historique cette victoire, parce que jamais dans l'histoire de la CAN, un pays organisateur n'a autant été humilié à domicile. Et pour le Zalang national, c'est pour la première fois que la Guinée équatoriale a réussi à battre la Côte d'Ivoire. Les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois à l'occasion de la CAN. En 2012, 3-0 pour Didier Drogba et les autres. Et puis en 2000, pour la CAN 2021 qui a été jouée en 2022 au Cameroun, également 1-0. Certes, ils ont fait un match nul en amical en 2015. Donc, selon l'histoire, la Côte d'Ivoire pas favori, mais voilà, une équipe en construction, sans forcément d'expérience, sans une grosse préparation, une équipe sans schéma tactique, une équipe emportée par l'émotion, par la pression de tout un peuple qui a malheureusement succombé devant le Zalang. Pour moi, c'est une catastrophe, et ça va être difficile, même si la Côte d'Ivoire est encore en jeu, parce que se qualifier. Oui, ils vont revenir en huitième de finale. Dans quel état d'esprit? Ça va être compliqué. Une catastrophe. Alessandre Vincent Colomboussou, Alessandre Vincent, s'il vous plaît. Ce match, la Côte d'Ivoire qui s'incline 4-0. Disons que hier, les Ivoiriens n'ont pas su gérer la pression. Ils n'ont pas du tout su gérer cette pression, parce que après avoir perdu lors de la deuxième journée, tout le monde savait déjà que ce match de la dernière journée en ce qui concerne la phase de Côte devait être très décisif. Et hier, avec la pression, parce que le Zalang national n'avait pas du tout la pression. Déjà, pour être premier avant cette dernière journée dans le groupe, on ne s'attendait pas à ça de la part de la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que les joueurs du Zalang étaient partis sans pression face à une équipe ivoirienne. Ticorel a su le souligner tout à l'heure. Le milieu du terrain n'existait pratiquement plus. Nous l'avons souligné lors de la deuxième journée que lors de leur deuxième match, c'est pratiquement Seko Fofana ceux qui portaient pratiquement l'équipe. Les caissiers, Sangaré, tous, il n'y avait pas du là. Mais hier, c'est qu'on n'a pas pu faire le jeu comme on avait vu la dernière fois. On n'arrivait pas à créer. Seul, il n'arrivait pas à porter. Il n'arrivait pas à porter. Quand vous regardez le jeu, avant que c'est qu'on on a vu un changement dans le jeu ivoirien hier, quand Masgradel a fait son entrée, des frappes qui ont surgi, mais au début, il n'y avait rien de tout ça. Mais à son arrivée, qui a préféré le mettre sur le banc. Mais à son arrivée, vous allez remarquer, il y a 5 attaquants. Donc le jeu était déséquilibré. Même s'ils marquaient derrière, ils vont encaisser. Et quand vous regardez les chiffres du match, la Côte d'Ivoire a beaucoup tiré. La Côte d'Ivoire a beaucoup tiré. Ils ont fait 22 tirs au total. Et sur les 22, seulement 3 tirs sont cadrés. Ouais, donc quand vous tirez 22 fois, que vous n'arrivez pas à trouver le cas, c'est compliqué. Donc, ils ont aligné 393 passes pour 82% de réussite de possession de passes. Contre seulement combien? 199 de l'autre côté. Et comme ça, équipe de la Guinée équatoriale qui a surprise tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe hier face à la Côte d'Ivoire? Non, mais il a dit,
ils jouent sans pression. Sans pression. Ils savent qu'ils ne sont jamais favoris et qu'ils ne seront peut-être jamais favoris dans une CAN. Et ils sont devant la Côte d'Ivoire qui joue avec la pression. Moi, je dis, la Guinée équatoriale a un coach qui sait lire le jeu des Ivoiriens, qui a fait une bonne analyse du jeu des Ivoiriens. Ils ont une analyse vidéo qui a fait le travail. Donc, ils savent que pendant les 20 ou 30 premières minutes, ils seront pressés. Et donc, s'ils peuvent résister à cette pression, et savoir faire le jeu d'alignement de la défense et mettre les Ivoiriens à leur jeu, ils pourront contrecarrer. Donc, ils ont su patienter durant toute la pression ivoirienne. Et à chaque fois qu'ils ont le ballon, vous allez constater que c'est 2-3 passes. Ils se retrouvent devant. C'est ça qui a fait la force. On a eu le doublé d'Emilio. Donc, je vous avais parlé de Emilio qui aujourd'hui s'illustre comme meilleur buteur de cette CAN avec 5 buts. Un joueur de 34 ans. De la trentaine qui marque autant de buts dans une compétition de cette envergure, il est à féliciter. Au même moment, pendant cette rencontre, le Nigeria qui s'est imposé 1-0 face à la Guinée-Bissau, c'était prévisible en quelque sorte pour le Nigeria. Non, moi je ne suis pas séduit, c'est vrai, le Nigeria gagne, ils sont qualifiés, mais dans le fond, j'ai rien vu. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme Osimhen qui marque des buts sur des buts en Europe et ne pas le servir. Osimhen a combien de ballons? Le Nigeria joue, c'est vrai, on s'attendait à une équipe déséquilibrée nigériane, mais ce n'est plus le cas. Le Nigeria a un milieu de terrain, malgré l'absence de Didi, qui était compact véritablement. Le coach Pesero a su faire le jeu de 3 défenses et ça marche. Mais après, il faut que les joueurs qui jouent dans le couloir puissent faire le centre. On sait qu'Osimhen est clinique de la tête, mais il a combien de balles, combien de bons centres? C'est ce que nous décrions avec les Guépards du Bénin. C'est le même cas chez les Nigériens. Mais quand vous jouez comme ça, s'il n'y avait pas autogol, ça veut dire que le Nigeria n'allait pas gagner. Et les Nigériens, c'est des gars qui ont l'habitude de choisir leur match. Quand ils regardent l'adversaire, ils se disent, c'est pas un grand nom, ils ne se donnent pas suite. Ils sont comme ça. Et face à la Côte d'Ivoire, vous avez vu que c'est un autre visage du Nigeria qu'on a eu. Mais ce n'était pas le cas face à la Guinée-Bissau et hier face à la Guinée-Bissau et premier face à la Guinée équatoriale. Donc il faut que les Nigériens sachent que le football se joue sur le terrain, qu'il joue. On a l'impression qu'il ne sélectionne plus. Voilà, on a l'impression que quand Chukwueze prend le ballon, il veut dribbler tout le monde avant de servir, ou bien parfois il veut forcément marquer, ou quand Simon Moses prend le ballon, il veut dribbler. Il faut centrer, créer le surnom, permettre à Osimhen de marquer, parce qu'aujourd'hui c'est l'arme fatale, c'est le point fort du Nigeria qui malheureusement n'est pas utilisé. Dans la soirée d'hier, on a constaté encore un autre catastrophe, si je peux le dire ainsi, le Ghana qui finalement est tenu en échec, 2 buts partout, le Ghana qui l'emportait 2-0 à la 90e minute. Mais ce Ghana voit l'équipe du Mozambique revenue dans la partie en 2 minutes dans le temps additionnel. Alessandre Vincent. Eh bien, les Ghanéens hier n'ont pas, comme les Ivoiriens, ils n'ont pas... Certains l'ont dit ici, les Ghanéens aujourd'hui n'existent que de nom. Que de nom. On voit aujourd'hui que le football, ça évolue. Tout le monde joue au football. Si d'autres, chez nous ici, nous on s'amuse, ailleurs les gens travaillent. Donc, on a vu avec le niveau de cette CAN. Et hier, les Ghanéens, on a vu que en toute fin de partie, on a noté un regain d'énergie, de travail du côté du Mozambique. Les Ghanéens n'ont pas su supporter cette pression que les Mozambicains ont mis dans le jeu en toute fin de partie. 4 minutes a suffi pour faire basculer toute la rencontre et malheureusement, moi ça m'a trop fait mal cette erreur du gardien, et comment on appelle, du gardien ghanéen en toute fin de partie avec ce corner concédé qui pouvait bel et bien accompagner et simplement faire partie. Un corner qu'on pouvait éviter, notamment le premier but du Mozambique également qui pourrait être évité. Le pénalty, ce ballon qui touche la main de... Bon, c'est un fait, ça peut arriver, ce pénalty. C'est pas hier que le Ghana a été éliminé. Le Ghana a été éliminé pour moi face à l'Égypte, parce que quand vous réussissez à marquer 2 bons buts face à l'Égypte, et c'est pas que l'Égypte a construit une phase de jeu pour réussir à marquer. À chaque fois, ce sont les gardiens qui font la part décisive aux Égyptiens. C'est ce jour-là qui sont éliminés. Et moi, 2 buts donnés. Oui, 2 buts offerts. Et moi, je loue aujourd'hui le niveau du football africain. Pour moi, c'est pas que les Ghanéens ne travaillent pas, les Ivoiriens ne travaillent pas, mais on sent un nivellement des valeurs en Afrique. Quand vous prenez le Mozambique, ils sont pas attendus, ils sont éliminés, mais la tête haute, parce que c'est une équipe qui a su jouer sur ses valeurs, sur son championnat local, et qui a su créer la cohésion entre les expatriés qui viennent et les joueurs locaux. Et ça donne le résultat. Ils ne perdent jamais avant le coup de sifflet. Ils ont un mental fort. C'est comme le Mozambique, Cap-Vert. C'est une équipe qui joue dans les derniers secondes. Et le Ghana a fait l'erreur de vouloir conserver son jeu. Il faut multiplier la pression. Moi, j'ai senti hier que Mohamed Kudus, c'est vrai, c'est le Goliath d'or, mais hier,
on sent qu'il est un peu diminué et on a voulu forcément le faire jouer. Il n'a pas son volume de jeu, il n'a pas ses accélérations. C'est vrai, il réussit à conserver le ballon, il réussit à trouver les fautes, mais il manquait quelque chose. Le Ghana, quand vous prenez le Ghana, la majorité des joueurs évoluent en première division en Angleterre. Donc, c'est pas le grand joueur qui manque, c'est pas l'équipe qui manque. Un mois, il joue en équipe, il joue du début jusqu'à la fin, mais on sent qu'il manque quelque chose. Il manque forcément quelque chose au plan tactique ou la gestion des fins de match, la gestion de la pression. La gestion des fins de match. Et quand vous voyez cette équipe ghanéenne, beaucoup n'ont pas commencé au Ghana. Beaucoup n'ont pas commencé au Ghana. Et beaucoup sont des joueurs étrangers qui, après, ont migré au Ghana et sont formés au Ghana, ils ont la nationalité. C'est pas qu'ils ont triché, c'est pas qu'ils font des naturalisations sauvages comme on le fait ici au Bénin. Mais c'est des gars qui souvent restent là-bas, ils font 5 ans, 6 ans au moins, qui sont formés là-bas. Et donc, ça fait qu'il manque cette valeur traditionnelle. Il y a un défaut de patriotisme. Non, même pas défaut, parce qu'au moins eux, ils jouent. C'est pas le cas du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Au moins, ils jouent le sang. On sent qu'ils jouent le sang, mais il leur manque forcément quelque chose. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, il faut aussi un message. C'est là qu'intervient le rôle des coachs. Quand on voit le coach Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire, après l'ouverture du score des Guinéens, qui met les mains à la tête. Comme ça. Il se disait déjà que c'est un aveu. C'est lui qui doit dire les gars, c'est bon, c'est pas grave, jouer. Parce que on a vu Liverpool face au AC Milan en Ligue des Champions en 2005, 3-0 en première mi-temps, mais après, Liverpool est revenu et a su gagner. C'est ça le football. On a vu Nigeria, Égypte en 2006. Le Nigeria gagnait 3-0. L'Égypte a su tout égaliser. Et donc le football se joue jusqu'à la fin. Mais quand c'est le leader, le cadre, le coach, le manager qui jette déjà l'éponge après l'ouverture du score, mais quel message il leur a donné? On m'a conté que dans un match de Chelsea, quand Mourinho était encore là, il y a un match où Chelsea devrait gagner, mais Chelsea était mené 1-0 jusqu'à la mi-temps. Arrivé au vestiaire, José Mourinho n'a rien dit. Il n'a pas pris la parole. Il est resté tranquille à regarder les joueurs pendant 15 minutes. Son agent ne savait pas ce qu'il faisait. Pour lui, le message était passé. Les joueurs savent que moi, si jamais ne gagne pas à la fin, ils vont prendre des fessées. Mais arrivé sur le terrain, ils ont gagné 4-1. Chelsea a gagné et c'est fini. Donc, parfois, vous n'avez pas besoin de parler, mais quand vous faites comme ça, et vos joueurs vous voient sur le terrain, ça casse tout. C'est qui s'est tiré. Également, l'autre équipe, le Cap-Vert, qui n'a pas baissé en intensité, 2 victoires. Le Cap-Vert est déjà qualifié, arrive à faire incliner, tenir en échec son adversaire, l'Égypte. Hier également, Alexandre Besson, vu partout dans cette rencontre. En cette rencontre, une rencontre très intense où les requins bleus des Cap-Vert ont quand même tenu la dragée haute, ils ont pu tenir cette phase et maintenir la pression en terminant sans défaite cette phase de groupe. On a vu une équipe qui était vraiment engagée, il n'y avait pas de pression, c'est-à-dire, on a souligné tout à l'heure, des équipes se sont préparées, les gens au travail. Vous sentez un fond de jeu. Et hier, les Égyptiens en ont vraiment été pratiquement à côté de l'élimination parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette résistance. On sentait que les gars étaient venus jouer, ils étaient venus bien déterminés, ils savaient l'objectif pour lequel ils sont sur le terrain. Et hier, ils ont vraiment montré avec l'égalisation en toute fin de partie. Il faut voir, c'est pratiquement tout le monde voyait déjà la défaite du Cap-Vert, mais ils sont revenus au score pratiquement à la fin. C'est-à-dire que quand vous êtes bien engagé et que vous avez le fond de jeu qu'on a vu lors de cette CAN avec cette formation, le résultat est toujours au bout des efforts. Aujourd'hui, en plus du Sénégal et de l'équipe de Cap-Vert déjà qualifiée, nous avons la Guinée équatoriale qui se qualifie également, le Nigeria qui passe également au tour suivant, l'Égypte avec 3 matchs nuls qui arrive à passer de l'autre côté. Et nous avons le Ghana qui est quasiment éliminé aujourd'hui avec 2 points. La Côte d'Ivoire avec une calculatrice attend bien ce qui peut se passer dans cette journée. On passe à l'autre point au menu, les pronostics pour les rencontres de la journée, notamment un autre choc attendu. Je dirais pas un choc, mais on attend du résultat de la part de cette équipe, le Cameroun, face à l'équipe de la Gambie. Colomboussou. Oui, le Cameroun, je l'ai dit ainsi, je te l'ai toujours dit, Anaël, moi, je ne compte pas sur cette équipe-là. Donc, je ne sais vraiment pas s'ils pourront véritablement sortir la tête de l'eau tout à l'heure. Aujourd'hui, quasiment une défaite ou un match nul du Cameroun pourrait faire qualifier l'équipe déjà de la Côte d'Ivoire. Et quand on connaît la rivalité déjà entre ces deux équipes, Dicorel, à quoi doit-on s'attendre dans cette rencontre? L'histoire retient que c'est quand le Cameroun est dos au mur que le Cameroun arrive toujours à sortir la tête de l'eau. On espère. En 2017, le Cameroun était venu pratiquement sans grands joueurs. Et ils ont réussi à aller jusqu'en finale. Et on ne vendait pas leur peau cher.
pour les éliminatoires de la Coupe du Monde face à l'Algérie qui allait gagner à Douala. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce renversement de situation en Algérie. Ils l'ont fait. Maintenant, c'est quelle équipe en son temps et c'est quelle équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de binationaux. Avant, c'était des Camerounais qui sont nés, comme ils aiment se faire appeler, dans le continent, au Cameroun, qui ont vécu là, qui savent la rage de vaincre, qui ont le mental d'acier des Camerounais. Aujourd'hui, Samuel Eto'o l'a décrié. Oui, c'est beaucoup de binationaux qui sont là. Et l'équipe camerounaise est en reconstruction. Boubacar Vincent, qui souvent, sa présence, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui endosse les responsabilités, il est diminué, on ne sait pas s'il va jouer ce soir ou pas. Et donc, son absence est doublée avec les successions de crises qu'on voit, qu'on sent au niveau camerounais. Ça donne une équipe fébrile sur le terrain. J'espère qu'ils vont tenir. Mais je pense qu'ils feront le résultat. Je pense qu'ils vont passer devant la Gambie et ils vont se qualifier. Et si jamais ce Cameroun se qualifie, parce que le match face au Sénégal, c'est vrai, le Cameroun n'a rien proposé, mais à 30 secondes, ça pouvait passer, il pouvait faire match nul. Parce qu'après tout, c'est quand même le Cameroun. Et Eto'o l'a soulevé. Donc aujourd'hui, ils auront Eto'o, ils auront Roger Mila, ils auront Antoine Bell. Donc tous ceux-là vont venir leur parler. Et ils jouent pas chez eux. Donc il n'y aura pas cette pression émotionnelle. Après tout, n'oublions pas que c'est le Cameroun. Et sur le terrain, je pense qu'ils feront le job et ils vont les renverser. Maintenant, si ça ne passe pas, ils iront travailler, ils vont essayer de fermer leur bouche et travailler véritablement, travailler beaucoup plus. Parce que le problème du Cameroun, moi, je le dis toujours, c'est parce que les gens pensent que, bon, comme c'est Eto'o, c'est un milliardaire, il vient, chacun va se partager les sous. Et malheureusement, Eto'o est venu, il va fermer les portes, l'argent des joueurs, aux joueurs, on va plus bouffer les sous. Et donc, ça fait que tout le monde est mécontent, tout le monde prie pour que l'équipe échoue et chaque dirigeant se lève chaque jour pour créer des polémiques. Donc on crée des polémiques et quand il y a des successions de polémiques, ça déstabilise le groupe. C'est le problème de la cause du Cameroun. Aujourd'hui, à entendre le discours de Samuel Eto'o, on a l'impression que pour lui, son équipe est déjà éliminée de cette compétition. Alessandre Besson, est-ce que cela sera ainsi sur cette rencontre face à l'équipe? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça, mais à l'entendre, on a l'impression qu'il n'a plus d'espoir en son équipe. Non, en fait, le discours de Eto'o, c'est plus pour fouetter l'ego des joueurs, c'est pour pouvoir les mettre devant leurs responsabilités. Et quand vous voyez cette formation qui, après 2 journées, se retrouve avec 1 point et qui aujourd'hui n'a pas le choix, c'est une victoire, un nul même, ils vont rentrer chez eux. Et quand on sait qu'en face, l'équipe gambienne également n'est pas dans sa bonne forme, c'est dire que ce soir, Rigobert Song doit pouvoir trouver ce qu'il faut. Parce que la Gambie aussi n'est pas encore éliminée. Si elle gagne à 3 points, c'est possible. On a un groupe où même dans le deuxième match, l'équipe du Sénégal qui rencontre la Guinée qui a 4 points, qui peut encore faire sensation. Notamment les autres matchs de la soirée, nous aurons la Mauritanie qui sera face à l'Algérie, l'Angola qui sera face au Burkina Faso. Messieurs, j'aimerais vous demander vos pronostics sur ces rencontres. Gambie, Cameroun, le score d'Icorel. Non, mais j'aime pas ce jeu-là. J'espère que le Cameroun va gagner. Mais c'est une finale. Tous les matchs sont des finales ce soir. Ok. Et le Sénégal, Alessandre Besson? Les Lions, je pense que les Lions vont passer, ils vont dérouler, vont remporter. Mais je peux vous dire que le Sénégal ne sera pas champion. On attend de voir. Colomboussou, Mauritanie, Algérie, qu'est-ce que ça peut donner? Peut-être un match nul, un partout. Bon, moi je dirais que je vois l'équipe du Burkina Faso l'emporter sur l'Angola. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Instant CAN. On vous donne rendez-vous pour demain pour d'autres décryptages et d'autres invités si possible. Merci. Can.